Stéphane Broder, donc, qui est situé dans les Ardennes à Oudilcourt. Parfait. Donc je vais vous présenter. Attendez, je vais tout poser. Je vais vous présenter donc son système globalement. Donc il est sur une surface de 230 hectares, dont on peut noter une cinquantaine d'hectares en agroforesterie. C'est ça. Et 6 km de haies, si j'ai bien tout en tête. Et du coup, globalement, la pluviométrie, elle est d'environ 650 mm par an. Et donc, le type de sol, c'est la craie de Champagne, hein, bien sûr, sur toute l'exploitation, et avec une topographie très plate. Voilà. Pour ceux qui connaissent, vous m'entendez? Oui. Du coup, en termes de matériel, pour les semis, il y a un semoir Pronto, des chômeurs à disque, des chômeurs, vibroculteurs, Hertz, Crosskill, enfin du classique, avec tout le matériel classique aussi pour tout ce qui est désherbage, donc broyeur, herseterie, bineuse à caméra et cimeuse ou rotative. Et donc il est en étude pour avoir une charrue déchaumeuse. Pour les outils de travail du sol, il y a notamment un scalper Norris, une fraise, une charrue et un déchaumeur modifié. Et donc pour tout ce qui est autres leviers système, on a notamment du triage et stockage à la ferme. Donc il y a 80 à 90% de la récolte qui peut être stockée sur l'exploitation. Et donc il y a aussi une autonomie en semences. Et donc il y a transformation de farine, huile, pain et graines sur l'exploitation. Et donc il est adhérent à une CUMA et il ne pratique pas d'irrigation. Donc pour revenir sur son parcours, Stéphane, il était donc technicien expérimentateur puis technicien de coopérative entre 1989 et 1995. Puis il revient sur l'exploitation en 1995. Il s'installe vraiment en 1997 sur une exploitation, somme toute, commune dans la région, donc en agriculture avec labour, comme on peut trouver en Champagne. Et il réintroduit progressivement des SIPAN, donc découverts avec des programmes comme Fertimieux et Points de captage d'eau. En 2003, il souscrit à des MAE fortes autour du point de captage d'eau. Il est sur une zone de captage dégradée. Donc en 2011, il débute la conversion vers la bio avec une diversification découverte, donc au début 2 espèces. De 2013 à 2014, il commence une réflexion, donc en se formant notamment, autour de l'agroforesterie et de la biodynamie. En 2015, donc il y a environ 40 hectares de l'exploitation qui est en bio, et commence à débuter tout ce qui est technique culturelle simplifiée. Les couverts deviennent plus diversifiés, donc on a maintenant 8 espèces. Il y a des premiers semis sous couvert en trèfle blanc, et donc il a son premier projet d'agroforesterie, donc 8 hectares en 2015. En 2017, il y a le deuxième projet d'agroforesterie, donc encore 12 hectares supplémentaires et 2 km de haies. En 2018, on a 80 hectares de l'exploitation en bio. Et donc on a des couverts qui sont de plus en plus diversifiés, avec 14 espèces dans les couverts, et une introduction du champ et des premiers semis sous couvert de luzerne. 2019, on a le troisième projet d'agroforesterie, donc 20 hectares encore, plus 2 km de haies, et des semis sous couvert de lotiers corniculés. Et 2021, donc toute l'exploitation est en bio, et les pratiques de la biodynamie sont appliquées sur l'exploitation, pour une certification Déméter en 2022. Et en 2023, donc on a le quatrième et dernier projet en date d'agroforesterie, donc 12 hectares, avec 1 km de haies. Voilà. Je vais te laisser. Je vais reprendre. Merci pour la présentation, Aurélie. Je démarre les TCS et en démarrant les TCS, j'essaye d'utiliser de nouveaux instruments pour moins remuer le sol, comme des scalpers. Et par la suite, j'investis aussi dans une fraise. Grâce au semoir Pronto, je peux faire des semis simplifiés et des semis directs aussi. Donc ça, c'est très pratique. La fraise pour détruire les luzernes. Et puis là, on peut voir aussi sur la droite d'exception de couvert avec un joker.
Bon, ce que j'ai constaté quand même, c'est des échecs partiels du travail superficiel du sol, avec surtout des problèmes d'enherbement, des gazons, bon, des vulpins, des bromes, et donc certains champs, j'étais obligé de remettre un coup de charrue, mais pas tous, ça dépend de l'historique des champs. Et je réfléchis un peu, on en a déjà entendu parler, sur la réflexion d'une charrue déchaumeuse. Donc, parce que bon, il faut trouver des solutions pour diminuer le travail du sol afin d'augmenter son autofertilité par une meilleure vie. Ensuite, deuxième diapo, je me suis décidé à me lancer dans l'agroforesterie pour rééquilibrer le milieu. Donc tous les avantages de l'agroforesterie, ça peut être donc des alignements d'arbres ou des haies. Et il y a toujours une bande de 3 mètres enherbée, donc très bien tout ça pour la lutte intégrée. Comme ça on a tous les prédateurs, les auxiliaires des prédateurs des grandes cultures qui sont à l'abri. Les avantages des arbres, c'est de pouvoir les débloquer l'acide phosphorique qui est très bloqué dans le sol de craie et donc très riche en acide phosphorique. Donc les arbres font un brise-vent utile au microclimat, ça améliore le cycle de l'eau dans les deux sens, montée et descente. C'est un très bon capteur de CO2, on considère 2,5 tonnes de carbone capté par hectare et par an en moyenne. Ça améliore la qualité de l'eau, comme on disait tout à l'heure, j'ai un point de captage en bas qui est... Donc Seine-Normandie est très content. Production de biomasse, et ça va aussi vers un peu l'autofertilité. Pour moi, les arbres vont un peu plus loin que le TCS, parce que pour moi, ils créent des sols aussi. Et puis, on s'appelle aussi chez nous l'oasis ardennaise, parce qu'un peu l'idée, c'est de créer des oasis par rapport au changement climatique qui va arriver. Et on sait que les oasis sont pérennes depuis 3000 ans dans les déserts. Ce qu'il faut, c'est un point d'eau, et le point d'eau, on l'a dans la craie en profondeur. Donc il faut faire piquer nos arbres en profondeur pour qu'ils fassent leur rôle de producteurs de biomasse et de microclimat. Ensuite, la photo d'après, je me suis lancé dans la biodynamie, parce que la biodynamie, ça augmente la vie du sol. Il y a une meilleure activité des micro-organismes, ça augmente le taux de la matière organique, ça améliore son évolution aussi de la matière organique, ça a aussi des propriétés sur la qualité, la conservation et le goût. On a donc des références qui sont données par le FIBL, l'INRAE, qui mettent bien tout ça en avant. Ça nécessite peu de moyens mécaniques et peu d'intrants, et c'est une des solutions pour aller vers l'autofertilité, parce qu'on n'aura pas tous assez de matière organique. Donc, il faut trouver des leviers, et pour moi, c'est un levier de plus pour l'autofertilité. La diapo d'après, c'est des cultures associées que j'ai essayées. J'en ai essayé plein. Il y en a une que je fais souvent, c'est la pois hiver, orge d'hiver, ça me convient bien. Donc les cultures associées, c'est pour faire avec des légumineuses, c'est pour produire de l'azote. Donc une fois de plus, viser l'autofertilité. Dans les mélanges que je pratique la lentille plus la caméline. J'ai essayé la févrole de printemps et avec les triticales de printemps. Le pois de printemps et orge de printemps. Bon, les cultures de printemps, ça n'a pas été les meilleures réussites. Ensuite, là, c'est la deuxième année, je vais faire du pois fourragé triticale d'hiver, du tournesol avec des pois de printemps. Et là, je récolte que le tournesol. Le pois de printemps, il sert uniquement à fertiliser le sol pour l'azote, puisque derrière un tournesol, vous n'avez plus d'azote. Et ça se passe très bien. Et je fais pour la première année du lantignon-seigle. Voilà un peu pour tous les mélanges que je fais en culture associée. Ensuite, là on peut voir sur les photos le pois escourgeon au départ, au printemps, après à la montaison. Et à droite, c'est une autre culture associée, c'est Vesse avoine, que je n'ai pas cité, parce que comme je fais beaucoup d'engrais verts, je vais vous en parler après, j'essaye aussi de produire mes graines, surtout les plus grosses. Maintenant, je commence aussi à faire les plus petites. La diapo d'après, c'est les semis sous couvert que j'ai essayé aussi. Donc du trèfle blanc dans les céréales, par exemple, du lotier dans les céréales, et la luzerne dans les céréales. Mais la luzerne, là, c'est pour une culture de vente. Alors le trèfle blanc dans les céréales, ça a bien fonctionné. On voit bien donc les 3 étapes là sur le même champ. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas payé au bilan carbone, parce que on perd quand même un peu de rendement. Le trèfle, il consomme beaucoup d'eau, et donc on perd un peu de rendement dans la céréale. Par contre, j'ai quand même fait cette année-là 3 tonnes de trèfle
à l'automne quand il a repoussé après la récolte. J'ai même aussi, dans le même champ, récolté des graines de trèfle que je me sers encore dans les semis sous couvert. Alors c'est difficile à détruire le trèfle, mais tous les ans j'en sème, je réessaye. Et on m'avait conseillé d'essayer le lotier corniculé, et finalement ça s'est très bien passé. Le lotier corniculé pousse très bien aussi, comme le trèfle. Bon, il faut de l'eau toujours, mais la destruction est beaucoup plus facile. Bon, voilà. Donc là, une fois de plus, l'utilité, c'est de la production d'azote pour aller vers l'autofertilité. Et la dernière diapo, c'est les couverts végétaux multi-espèces. Donc, comme vous avez vu, je suis passé à 1, 2, 8 et 14 espèces. Donc, j'utilise 14 espèces, mais je ne sème pas les 14. Selon les cultures qui vont arriver ou les entrecultures, par exemple, avant légumineuses, je ne mets pas de légumineuses, mais je vais mettre du radis, du lin, de la facélie, du sarrasin. J'aime bien le sarrasin parce que ça débloque aussi l'acide phosphorique. Du tournesol aussi, parce que ça débloque aussi l'acide phosphorique. Avant les céréales d'hiver, je fais 50% de légumineuses et 50% autres. Bon, je ne mets pas d'avoine, mais je mets des radis, du lin, de la facélie, du sarrasin, du pois de printemps et du tournesol. Et si c'est une céréale de printemps, je vais toujours faire 50% de légumineuses, 50% autres, mais je vais mettre des légumineuses qui mettent plus de temps à se développer, comme la vesse et le pois fourragé et la févrole. Et sinon, toujours les mêmes espèces que pour les céréales d'hiver. J'ai un mélange aussi que j'aime bien, c'est pour le chanvre et le tournesol, où je vais donc là faire, on va dire, comme s'il y avait deux engrais verts. Un engrais vert qui va geler, puis un engrais vert qui va continuer à pousser à l'hiver. Donc dans le même mélange, je mets des pois de printemps, des pois fourragés, qui le pois de printemps disparaît assez vite. Le pois fourragé est encore là aujourd'hui. La veste commune, pareil, elle passe bien à l'hiver et elle repousse un peu au printemps. Je mets du trèfle incarnat et de la navette ou colza. Alors la navette étant chère, j'ai mis du colza. Et je rajoute du seigle. Voilà. Donc les scipients, toujours pareil, pour l'autofertilité, la biodiversité. Et puis j'essaye de les semer très tôt. Maintenant, comme mes champs sont un peu plus stables, je fais un petit coup de déchômage après la récolte et puis je sème dès que je peux sur l'humidité. Il y a une année, j'ai pas pu semer parce qu'il n'y avait même plus d'humidité en profondeur, c'était il y a 2 ans. Donc j'ai semé beaucoup plus tard. Voilà, je fais un peu le tour de tous les leviers que j'essaye de mettre en place pour viser l'autofertilité. Bon, alors j'y suis pas, ne vous inquiétez pas, j'utilise beaucoup de fientes, de fumier, mais j'essaye de lancer la machine et puis je me dis un jour quand on en aura moins, ça sera beaucoup plus utile. Alors, ah oui, être dogmatique, oui, sur le non-labour, entraînant un nombre de déchômages excessif. Ça, je me suis rendu compte que pour des fois désherber mes champs et les nettoyer, j'étais à des coûts de carbone de tracteur vraiment trop élevés. Le semi-trèfle ou le lotier, tout le monde en parle, il faut y aller, ça fonctionne, il faut apprendre à mieux maîtriser. Et faire des cultures multi-espèces avec 50% de légumineuses, ça me paraît complètement évident. Voilà. Alors toujours essayer de produire un maximum de biomasse pour l'autofertilité parce que de sol de craie, moi je me suis rendu compte en visitant certaines fermes, il y a des fois ça pousse plus beaucoup. Si vous faites pas un maximum de biomasse, le sol il devient un peu feignant. Et pour moi, il faut faire du bio intensif, mais intensif en faisant pousser des plantes et pas intensif avec des minéraux. Voilà. Il y a encore une diapo, je ne sais plus. Bon. Aurélie, tu voulais faire peut-être une petite conclusion. Merci pour votre attention.